Je viens de revenir de la ferme au Gré de la Rivière à Saint-Urbain-Premier avec 27 toisons d'alpagas. Alain, le propriétaire de la ferme, a 7 alpagas qui s'appellent Délima, Tite-Noix, Ben, Jerry, Cybelle, Lovia et Pacan, 2 ânes, dont Rico, et le lama Pistache. Je vais trier, analyser et laver ces toisons et puis elles vont pouvoir être filées soit toutes seules, soit mélangées avec un peu de laine de mouton pour avoir un fil plus rebondissant et moelleux. Aujourd'hui, c'est la journée pour trier les toisons d'alpaga. Yeah! J'avais des sacs partout, mais là, j'ai déjà fait le tri de toutes les toisons, sauf une, de la demoiselle Tite-Noix. Je suis allée de 24 sacs à moitié vide à 7 sacs bien tassés, et ça fait super du bien. Le tri des toisons d'alpaga se fait différemment que le tri des laines de mouton parce qu'on veut enlever les fibres de garde qui se trouvent principalement sur la poitrine et les jambes de l'animal. Ces fibres sont vraiment plus grosses et pourraient piquer si on les laissait dans le produit final. Je voulais vous montrer ça sur la toison de Tite-Noix parce que, justement, la majorité de ces fibres de garde sont de couleurs différentes, sont blanches, tandis que ces fibres douces sont brunes ou brunes foncées et c'est vraiment plus facile à voir la différence entre les deux. Si on regarde de tout proche, on voit qu'une a l'air d'un petit nuage, comme du remplissage d'oreiller, tandis que la fibre de garde ressemble presque comme des cheveux. Donc là, je suis en train de gérer ça à la main, mais il existe des machines qui séparent les fibres de garde des fibres douces. C'est vraiment le rêve, là, parce qu'on peut passer des toisons doubles comme des moutons islandais, ou romanov, ou alpaga, ou même bison, à travers et finir par avoir juste les fibres douces qui sortent. Mais hélas, un jour, mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Ah oui, et il faut aussi se rappeler de toujours porter un masque pour éviter de respirer les nuages de poussière et pollen qui sortent quand on fait le tri. Et si tes mains elles craquent facilement ou elles s'assèchent facilement, c'est également une bonne idée de porter des gants. Quand moi je trie les laines de mouton, je porte toujours masque, gants et des fois je couvre aussi mes cheveux parce qu'il y a des animaux qui aiment vraiment se rouler dans leur lunch, puis la poussière est ridicule, là. Si j'étais en train... Non. Faut absolument porter de la protection. Là, je vous montre ça au microscope parce que je trouve ça tellement cool puis j'ai envie d'être une grosse nerd avec vous. Ici, j'ai les mêmes échantillons que tout à l'heure que je vais mettre sous mon microscope. J'ai un échantillon de fibres douces sous le microscope et en le mesurant, on voit qu'on a un diamètre de fibre moyen de 24 microns. J'ai essayé de vous montrer la fibre de plus près pour voir les écailles, mais on ne les voit pas vraiment bien. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était que les fibres d'alpaga ont des écailles fermées, comme du mohair, ce qui fait en sorte qu'elles ne piquent pas ou piquent très très peu. Les écailles sur la laine de mouton sont presque toujours un peu plus ouvertes, ce qui fait en sorte qu'elles vont souvent piquer un peu plus que l'alpaga ou le mohair. Cela dit, les écailles ouvertes servent aussi une fonction très très importante. Grâce aux écailles ouvertes, la laine va pouvoir accepter et relâcher l'humidité très, très facilement. Et c'est pour ça que quand on porte la laine, on peut se sentir au chaud même si la laine est mouillée. On peut porter des bottes en laine pendant l'été et ne pas avoir chaud aux pieds et qu'il faudrait de l'effort pour qu'elle pue la sueur. Grâce aux écailles ouvertes, notre sueur arrive à s'évaporer avant que les bactéries odorantes puissent s'attaquer. Wow, ok, j'ai un peu déraillé, mais là, j'ai changé l'échantillon pour vous faire voir les fibres de garde. Là, on a un diamètre d'en moyenne 40 microns, ce qui est beaucoup plus épais que les autres fibres. Le double, en fait. Avec mon microscope, j'arrive à estimer les microns à plus ou moins 1,5 microns. Je prends 3 échantillons par toison et je mesure 10 points par échantillon, ce qui donne 30 points de mesure. La moyenne, c'est l'estimation, mais on prend également en compte l'écart type pour voir comment la toison est uniforme au niveau des microns. Il y a des standards établis par le département d'agriculture des États-Unis pour les moutons pour le maximum de déviation qu'il peut avoir par échantillon pour compter comme une laine d'un certain grade. Je vous ai ajouté ce lien dans la description si vous avez envie d'aller voir ça.
Après avoir finalement des toisons entre mes mains, j'ai décidé que c'était finalement le temps de me lancer dans le processus de trouver les couleurs qui vont faire partie de ma collection de base. Après quelques années d'expérimentation avec les teintures naturelles, je voulais finalement me créer mon livre de recettes de couleurs que je vais pouvoir reproduire. Cette semaine, j'ai travaillé avec la racine de garance, la cochenille et le bois de sapin pour créer des rouges et des roses. Avant que je vous dévoile les couleurs finales, je vous laisse avec Olivia Teinturière d'il y a 2 jours pour une petite interlude. En attendant les pots de laine teinte avec la cochenille, j'aimerais jaser un peu avec vous du portrait de la laine au Québec. Mais avant que je commence, je vais vous dire que toutes les ressources que j'ai consultées vont être dans la description de la vidéo si vous avez envie d'aller voir les sources principales. Donc, l'année passée, je suis allée au Festival Twist, où le thème de l'année était la production de laine locale. À la table ronde, il y avait Marie-Ève Foss, la directrice de Fabershade Québec et professeure à l'École supérieure de la mode de l'UQAM, qui parlait de ses recherches et nous a dit qu'au Québec, il y avait à peu près 130 000 toisons qui étaient jetées ou brûlées par année, dû à un manque d'infrastructures de transformation de laine disponibles aux éleveurs. Selon les données de 2025 de Statistique Canada, le Québec est la province qui compte le 2e plus grand nombre de moutons au Canada, avec un total de 166 400 moutons au 1er janvier de cette année, juste derrière l'Ontario qui comptait 252 000 moutons au 1er de cette année. L'Ontario compte plusieurs petites filatures qui sont capables de traiter une seule toison jusqu'à au-delà de 300 par ferme de façon custom et pourtant au Québec, il n'y en a pas, sauf si vous avez minimum 1000 livres de laine propre à faire filer. Quand j'ai commencé ce projet il y a 1 an et demi, j'ai souvent reçu la même question. Mais si c'est une si bonne idée, pourquoi personne ne l'a déjà fait? Et je vous réponds tout simplement, avant d'élaborer, c'est vraiment difficile. Et pour aller jusqu'au bout, il faut vraiment vouloir le faire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, plusieurs choses. Donc, la première barrière, c'est le coût de la machinerie. Pour des petits systèmes de filature qui transforment environ 5 toisons par heure, on regarde un coût d'environ 180 000 jusqu'à 650 000 $ canadiens. Évidemment, il faut un terrain, un bâtiment où le prix va varier selon la région, mais mettons, on dit un 150 à 200 000 de plus là-dessus. OK, pour commencer, c'est pas mal. Mais si on voulait transformer du volume, mettons transformer des toisons d'une ferme par jour, on est vite à 60 000 pour une machine à écharpier, la première étape de la transformation après le lavage, qu'on peut seulement trouver en Pologne ou aux États-Unis, mais qui a l'air d'être vraiment questionnable. Donc, le deuxième problème, c'est que le moment qu'on veut augmenter la productivité, c'est hyper difficile de trouver un système complet qui transforme la laine de façon efficace, qui ne coûte pas 5 millions de dollars et où les personnes qui vendent les machines répondent à leur courriel. Troisièmement, il y a aussi le défi de la qualité de la laine ici au Canada. Et quand je dis qualité, je ne dis pas piquant versus doux. Je dis uniformité. Quand on utilise des grosses machines, ces machines vont rouler à une vitesse constante et ne vont pas forcément s'adapter à une laine qui n'est pas super forte, super égale en longueur, ce qui fait en sorte qu'on va avoir plus de motons inégaux dans notre fil, une caractéristique qu'on peut volontairement faire avec un rouet quand on fait des art yarn, mais si on ne veut pas ça, c'est vraiment pas cool. Dû à la dévalorisation de la laine après le mouvement des fibres synthétiques comme l'acrylique et le polyester, les éleveurs de moutons se sont dit « Hey, ça sert à rien d'avoir un mouton qui donne la bonne laine quand mon profit principal, c'est la viande. » Donc, on laisse faire les croisements qui augmentent la qualité de la laine pour se concentrer sur la grosseur de la carcasse, la prolificité de la mère et ses instincts maternels et le goût de la viande. Ce qui fait qu'on a des agneaux de compète, mais on va trouver une ondulation de la fibre qu'ont de microns et longueur super inégale sur une même brebis. Ce qui, on a constaté, n'est pas vraiment cool pour un fil professionnel et égal. Donc, évidemment, il y a des éleveurs qui vont valoriser leur laine, mais c'est pas tout le monde, parce que comme on a vu avec la statistique de Fabershade Québec, 130 000 sur 666 000 toisons, 130 000 sur 166 000 toisons vont être jetées ou brûlées, ne vont pas être utilisées pour justement faire du fil avec. En ce qui concerne la douceur de la fibre, je vais en parler la semaine prochaine parce que j'ai des opinions sur le marketing du Mérino et je comprends pourquoi ils l'ont fait, là, mais bon, c'était au détriment de littéralement toutes les autres races de moutons.
Alors, à suivre. Mon timer va sonner vraiment bientôt, donc je vais aller gérer ça, mais j'espère que ça éclaircit les choses un petit peu. Il y a beaucoup de travail à faire encore pour faire rayonner l'industrie de la laine ici au Québec, et ça va certainement pas se faire rapidement. Je suis bibliothécaire de base et j'ai une prof qui m'a dit qu'il fallait se rappeler que travailler vers un but en bibliothèque, c'est un marathon et pas un sprint. Il faut regarder loin et savoir que chaque pas nous amène tranquillement mais sûrement vers notre but. Et si cette analogie n'était pas assez, mon chum dit toujours que tout seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on va loin. Et ça s'applique tellement à cette industrie aussi. Toute seule, je m'en vais pas si loin, mais ensemble, avec chaque partie du puzzle qui s'implique, on peut tous aller très loin ensemble. Là, pour le moment attendu, je vous présente les rouges et les roses de ma collection de base. Je rêvais de créer des couleurs avec plusieurs nuances différentes pour complimenter chaque teint et projet. Ici, on trouve des couleurs chaudes, froides, saturées et désaturées. Je vais continuer de garder ces principes en tête pour le reste des couleurs. Sur ce, laissez-moi savoir quelles couleurs sont vos préférées dans les commentaires et s'il y a une couleur que vous aimeriez voir que je n'ai pas encore créée. J'ai tellement hâte de faire les prochains tests et j'espère que les couleurs vont être aussi belles que celles-ci parce que pour vrai, c'était wow! Je vais sûrement poster des sneak peeks dans mes stories Instagram cette semaine, donc gardez les yeux là-dessus pour voir ça live. Sur ce, much love de moi et Mélène et à dimanche prochain!